En 1764, dans le comté du Gévaudan, une vachère revient précipitamment à son village de Langogne. Ses vêtements sont en lambeaux, son corps est couvert de traces de griffures, et son visage est figé dans une expression de terreur. Elle affirme avoir fait la rencontre d'une bête féroce, et ne doit sa survie qu'à ses bœufs, qui l'ont défendue pendant l'attaque. Mais ce témoignage n'est que le début d'une série d'agressions qui se font de plus en plus violentes et qui seront bientôt mortelles. Lors du dernier épisode, j'ai promis de vous parler d'une histoire française. Et je tiens parole en vous livrant ma version d'une légende bien connue, la bête du Gévaudan. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, dans le Gévaudan, une région rurale située au sud du Massif central, qui correspond en grande partie à l'actuel département de la Lozère. La majorité de ses habitants sont des paysans, qui vivent de l'élevage et du travail au champ. Les enfants gardent les troupeaux, tandis que les adultes travaillent loin de leur maison. La vie est rude, et surtout, la population est vulnérable. Et elle l'est d'autant plus lorsque les paisibles paysages du Gévaudan tombent sous la menace d'une créature malfaisante et sanguinaire. De plus en plus de témoins rapportent avoir été attaqués par la bête, un animal plus massif et bien plus agressif qu'un simple loup. Son pelage est de couleur sombre et son dos est marqué d'une croix noire. Parmi ceux qui ont eu le malheur de croiser son regard, certains décrivent des yeux rouges, sanguins. D'autres n'auront pas la chance de livrer leur témoignage. À partir du 30 juin 1764, les attaques se transforment en meurtres. Le corps mutilé de Jeanne Boulet, alors âgée de 14 ans, est retrouvé dans un champ. Elle n'est que la première d'une longue série. Après elle, les victimes s'accumulent. On retrouve des cadavres en mauvais état, démembrés, parfois décapités. Les habitants du comté du Gévaudan savent bien qu'ils n'ont pas affaire à un simple loup. Des loups, ils en voient tous les jours. D'ailleurs, la plupart des victimes n'étaient pas vraiment dévorées, comme si la bête tuait plus par jeu que par nécessité. Toute la population du Gévaudan vit désormais dans la peur. Les villageois évitent de se déplacer seuls et ne sortent plus la nuit. Les jeunes bergers forment des groupes et ne se séparent plus. Pourtant, les attaques continuent et sont toujours d'une violence rare et inouïe. La bête, maligne, choisit ses victimes et cible surtout les femmes et les enfants. Le climat de terreur est alimenté par les journaux de l'époque, qui rivalisent d'articles sensationnalistes et souvent fantasques. Ils décrivent une créature au regard démoniaque, louent son intelligence et la comparent à d'autres monstres terrifiants. Les récits se multiplient, alimentent les rumeurs qui attisent la peur. À partir de l'automne 1764, l'affaire se répand dans toute la France et se diffuse progressivement à travers l'Europe. Ce qui n'était au départ qu'une série d'attaques isolées devient un véritable phénomène qui fascine et qui inquiète tous ceux qui en entendent parler. Pour répondre aux attaques et défendre les leurs, les villageois organisent des battues dans la forêt, mais ne parviennent pas à déloger la bête, qui reste introuvable. Toujours à l'automne 1764, Jean-Baptiste Duhamel, un capitaine aide-major de l'armée, originaire de la région, recrute de nombreux habitants pour l'aider à traquer la bête. Malgré ses tentatives répétées, il ne parviendra pas à arrêter le monstre. Au début de l'année 1765, l'affaire du Gévaudan prend une telle ampleur que le roi décide d'intervenir. Louis XV envoie ses propres chasseurs, bien décidés à mettre un terme à la menace. Pourtant, ils échouent à leur tour. Pendant ce temps, la bête continue à ôter des vies et à semer la terreur. Louis XV est irrité par cet échec, mais il choisit de ne pas renoncer. Il envoie un homme de confiance, son propre garde du corps, un vétéran du nom de François Antoine. Et son arrivée va enfin changer le cours des événements.
Le 21 septembre 1765, François-Antoine et ses hommes organisent une énième battue dans la forêt. Ils parcourent le terrain de façon méthodique et restent à l'affût de la moindre trace, du moindre bruit pouvant les mener jusqu'à la bête. Et cette fois, leurs efforts finissent par payer, puisqu'ils parviennent enfin à la trouver. François-Antoine garde son calme. Il lève son fusil, ajuste son cran de mire, retient sa respiration et tire. Comme preuve, la dépouille de la bête est envoyée à la cour de Louis XV. François-Antoine est récompensé, et surtout, le Gévaudan est libéré de la menace qui planait sur ses habitants. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. 2 mois plus tard, les attaques reprennent, toujours aussi violentes. Mais cette fois, la situation a changé, car les habitants sont livrés à eux-mêmes. Les autorités royales considèrent que la bête a été abattue. L'affaire est officiellement close. Pourtant, la bête continue à faire de nouvelles victimes. Le 19 juin 1767, un homme va finalement mettre fin à cette série d'événements. Un chasseur du nom de Jean Chastel, qui abat un animal correspondant aux descriptions de la bête. La bête du Gévaudan est enfin vaincue. Mais il ne faut pas oublier le bilan désastreux de cette affaire. Entre 1764 et 1767, on déplore de très nombreuses victimes, dont les estimations varient selon les sources. Et durant cette période, des centaines de loups ont été abattus. Encore aujourd'hui, cette histoire ne cesse d'inquiéter et de fasciner, car une question reste en suspens. Qu'était réellement la bête ? Eh bien, nous allons nous pencher sur la question, car j'ai plusieurs théories à vous présenter. Et si la vérité était sous nos yeux depuis le début ? Et si la bête n'était rien d'autre qu'un loup ? Les loups sont bien présents dans le Gévaudan à cette époque. Et dans certaines conditions, ils peuvent s'attaquer à l'homme. C'est d'ailleurs l'une des hypothèses les plus souvent avancées aujourd'hui. Pourtant, cette explication laisse plusieurs zones d'ombre. Les habitants connaissent bien les loups, qui font partie de leur quotidien. Mais de nombreux témoignages décrivent un animal plus massif et au comportement inhabituel pour un simple prédateur. Peut-être s'agissait-il d'un loup plus imposant que la moyenne, mais dans ce cas, comment expliquer que les attaques aient continué, même après qu'un premier animal ait été abattu par François-Antoine ? Une bête hors norme passe encore, mais 2, là, ça devient plus difficile à croire. Certains avancent une autre hypothèse. Et si la bête n'était pas un canidé, mais plutôt un félin ? À première vue, l'idée peut paraître surprenante. Pourtant, certaines descriptions vont bien dans ce sens. Des témoins évoquent un animal au corps allongé, à la mâchoire puissante et au comportement inhabituel pour un loup. À bien y réfléchir, certaines descriptions de la bête pourraient se rapprocher de celles d'un lion ou d'un léopard. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au XVIIIe siècle, les habitants du Gévaudan n'avaient qu'une connaissance très limitée de ces animaux exotiques. Face à une créature inconnue, les témoignages ont pu être imprécis, voire déformés. Pourtant, une question demeure. Comment un tel animal aurait-il pu se retrouver au cœur des forêts du Gévaudan ? Eh bien, vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette situation n'est pas totalement improbable. Au XVIIIe siècle, certains nobles font venir des animaux exotiques d'Afrique ou d'ailleurs, pour les exposer. À la même époque, des forains parcourent l'Europe avec des bêtes venues de contrées lointaines, et l'une d'elles aurait simplement pu s'échapper. Mais imaginez qu'un tel animal ait pu survivre durablement dans les forêts du Gévaudan reste beaucoup plus difficile à admettre. Toutefois, cet argument pourrait expliquer la violence d'un animal perdu, stressé, loin de chez lui. Mais cette hypothèse ne règle pas tout, car certaines descriptions ne correspondent ni à un loup, ni à un félin, comme si la bête ne rentrait dans aucune catégorie connue.
Dans ce cas, l'hypothèse la plus simple reste celle d'un croisement entre deux animaux proches, le loup et le chien, deux espèces capables de s'hybrider naturellement. Et cette théorie pourrait expliquer un comportement plus instable, plus imprévisible. Mais là encore, cette idée ne fait pas l'unanimité. Comme si une hypothèse aussi rationnelle ne suffisait pas à tout expliquer. Dans les campagnes du Gévaudan, une autre croyance a longtemps existé. Une explication bien plus ancienne et bien plus inquiétante. Celle d'une créature qui n'appartient ni au monde des hommes, ni à celui des animaux. Et s'il s'agissait d'un loup-garou? Rappelez-vous, la plupart des victimes de la bête étaient des femmes, ou de jeunes enfants, isolés et vulnérables. Comme si la créature ciblait ses victimes d'une façon bien trop méthodique pour relever du simple instinct animal. D'ailleurs, cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi la bête restait introuvable, malgré de nombreuses battues et les centaines d'hommes qui se sont lancés à sa poursuite. Peut-être parce que la bête n'a jamais essayé de se dissimuler dans la forêt. Après tout, y a-t-il une meilleure façon de se cacher des hommes que de se fondre parmi eux? Eh bien, je vous répondrai qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller aussi loin. Pour commettre de telles atrocités, il n'y a pas besoin d'invoquer une explication surnaturelle. Car les pires monstres sont parfois humains. Une autre théorie, bien plus glauque, a été évoquée à de maintes reprises. Et si la bête n'était pas seule? Et si derrière ces attaques se cachait un homme qui aurait volontairement dressé un animal pour assouvir ses pulsions meurtrières? Cette hypothèse pourrait expliquer l'impression d'attaque ciblée. De plus, cette théorie permet également de justifier qu'il y ait eu plusieurs bêtes. En l'occurrence, si un homme peut dresser un animal, rien ne l'empêche de recommencer. Et qui de mieux qu'un chasseur pour apprendre à un animal à tuer? Selon certaines versions, lorsque Jean Chastel croise la bête, elle ne se jette pas sur lui, comme on pourrait pourtant s'y attendre. Elle reste là, calme, passive. Il faut avouer que c'est un comportement plutôt étrange pour un animal sauvage. Un détail qui, pour certains, renforce encore les soupçons. Mais il faut rester prudent. Aucune source sérieuse ne permet d'accuser Jean Chastel. Les récits qu'il implique reposent surtout sur des rumeurs, ou des versions largement romancées. Et dans une affaire aussi trouble, il est facile de désigner un coupable. Mais sans preuve, ce ne sont que des suppositions. Mais des suppositions, c'est tout ce que je vous ai présenté. Eh oui, vous vous en doutez sûrement déjà, mais on ne saura jamais ce qu'était la créature qui a sévi dans le Gévaudan. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait bien quelque chose. Et je vais vous dire, les meilleures histoires effrayantes sont souvent celles que l'on ne peut pas expliquer pleinement. À moins que vous ayez un autre avis sur la question, auquel cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.